sur des podcasts ou peut-être j'ai pas assez cherché. Non, 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 c'est c'est vraiment non, un des premiers ouais, je me souvienne, ouais, c'est ça. C'est le premier, je pense. Rodrigo, je suis honoré d'être le premier alors. C'est Ah, vraiment, merci. c'est vraiment un plaisir de te recevoir sur After Fight. Bienvenue. Merci pour Merci à ta toi. confiance. Tu es un coach de Muay Thai? Ouais, je suis coach de Muay Thai depuis bien plus de 15 ans, voire 20 ans. Voilà, donc j'ai roulé ma bosse un petit peu sur toutes les disciplines d'ailleurs, hein. J'ai fait de la boxe française, de la boxe anglaise, du kickboxing à l'époque. Et après le Muay Thai, voilà. Donc, surtout à Bordeaux, au départ, là où j'étais à Bordeaux, et puis j'ai commencé ma carrière d'entraîneur à Bordeaux et de boxeur, hein. J'ai boxé sur Bordeaux en BF, en kick, en anglaise. En Muay Thai, c'est plus moi qui ai amené un peu le Muay Thai à Bordeaux en créant, en remontant la ligue, etc. à l'époque et en faisant des événements, en formant des boxeurs, en voyageant en Thaïlande. J'ai amené un peu le Muay Thai à Bordeaux et voilà. Et ce qui est maintenant une bonne dynamique encore à Bordeaux avec des clubs qui émergent, des anciens élèves à moi, Albert Che, Aziz Lali, d'autres aussi qui n'étaient pas forcément compétiteurs mais qui ont monté des clubs à Bordeaux et qui tournent aujourd'hui. Sandra Sevilla aussi également. Et enfin voilà, donc j'ai roulé ma bosse après à Bordeaux et puis ça fait 10 ans que je suis sur Paris où j'ai monté la team à la MOS, mon club, et qu'aujourd'hui je pense qu'il tourne correctement en termes de compétition chaque année. Donc voilà. Et pourquoi le Muay Thai? Comment tu as fait la connaissance de ce sport? Comment j'ai fait la connaissance? Ben, de base, je suis arrivé moi, à mon club bordelais en pratiquant le Muay Thai, enfin en voulant pratiquer le Muay Thai. Et ce qui fait que ben, mon entraîneur, il n'était pas forcément axé que Muay Thai. Donc j'ai fait d'autres disciplines. Et après, ben, c'est par la force du destin avec mon petit neveu Damien, qui à l'époque était petit, qui voulait se perfectionner. Donc vas-y, je vais faire un voyage en Thaïlande pour me perfectionner. Et puis au fur et à mesure, j'ai axé que mon apprentissage sur le Muay Thai, qui était à l'époque un peu comme MMA aujourd'hui, le sport de combat ben, qui avait une hype énorme. Donc c'est aussi l'envie d'apprendre ce nouveau sport et d'aller découvrir un petit peu à la source en Thaïlande, en fait, le Muay Thai. Donc toute la technicité qu'on peut avoir sur le corps à corps, la spécificité qu'on peut avoir sur ce sport-là, ben, il fallait partir en Thaïlande et pour découvrir et se perfectionner. Donc c'est pour ça que j'ai accès après derrière exclusivement mon apprentissage et aussi le coaching et l'entraînement sur le Muay Thai, sur mes élèves, etc. Est-ce que Euh, toi, tu avais un petit peu des... Est-ce que tu as combattu dans cette discipline? Est-ce que c'était directement, c'est tu voulais fort. devenir coach? Alors, moi j'ai combattu en boxe française, en boxe anglaise, en kickboxing aussi. En Muay Thai, je n'ai que deux combats, un en Thaïlande et puis un amateur en, dans le sud. Dans le sud. Mais bon, après, j'ai une blessure qui n'a pas permis de continuer ma carrière à l'âge de 27 ans. Donc assez grave de manière à ce que je puisse me dire, vas-y, j'arrête, je dois arrêter parce que c'est dangereux pour la santé, hein. C'est à un moment donné, j'avais pas d'entraîneur, donc c'est moi qui ai pris la décision d'arrêter, mais je voulais absolument continuer ma voie d'entraîneur, donc c'est pour ça que j'ai persisté dans ce chemin-là. Et donc voilà, c'est des choses, je pense, qui arrivent quand on est compétiteur. Et il faut avoir un cadre qui puisse te dire attention. Là c'est vrai, tu as des capacités, tu peux y aller, mais il y a l'aspect aussi santé sur le long terme, ça peut pas être forcément bon. Donc à partir de là, moi je ne l'avais pas, mais j'ai juste conscience. Et puis j'avais aussi ben, un enfant, des enfants, donc forcément il faut réfléchir. Et j'avais aussi ce club aussi Impact Aquitaine ben, dont je m'occupais. Et donc forcément j'avais cette porte de secours en me disant vas-y, c'est pas grave, je vais quand même jeter mon énergie que j'avais éventuellement sur mon entraînement à moi et puis l'envie de persévérer dans ce voie-là. Je vais la, je vais la jeter dans ce club-là et voilà, j'estime avoir réussi parce que j'ai formé pas mal de champions et donc voilà, entre guillemets, assouvi un petit peu ce manque que j'ai eu de la compétition que j'aurais pu faire
et que j'ai axé sur l'apprentissage et sur mes élèves que j'ai eus. Ta déception un peu due à cette blessure, tu l'as compensée un peu dans le fait de coacher? C'est C'est ça que ça, ouais, c'est ça. C'est D'accord. ça, ouais. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Bon, bah après, c'est quand même un parcours, on va dire, une blessure, c'est quand même un deuil pour un boxeur, hein. Vraiment, c'est quelque chose qui est dur à avaler. Donc forcément, il y en a d'autres qui vont arrêter la boxe et partir sur d'autres choses. Et peut-être après, voilà. Et moi, j'ai eu l'occasion de rester dans le sport de combat et de pouvoir évoluer et de faire, d'en faire mon métier. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'arrive à en vivre et c'est super. Justement, quand tu décides d'être coach de Muay Thai, faut savoir que le Muay Thai en France, c'est pas démocratisé comme aujourd'hui ça l'est. Euh, Oui. comment tu juges toi, un peu l'évolution de ce sport, autant l'aspect technique, ce que tu as pu ramener en France de la Thaïlande et aussi la médiatisation de ce sport? Si tu devais faire un bilan aujourd'hui en 2024, qu'est-ce que tu aurais à me dire? Alors, alors, moi, je suis parti bon, au Muay Thai. C'était quelque chose qui était connu, mais qui n'était pas encore approfondi et structuré à sa juste valeur. Bon, au fur et à mesure, ça fait à peu près 20 ans, donc ça a évolué, c'est structuré avec des fédérations qui ont fait la démarche de démocratiser sur des compétitions amateurs, professionnelles. Il y a eu quand même des grands champions français depuis 20 ans qui ont fait qu'il y a eu une reconnaissance auprès d'un grand public. C'était pas forcément énorme, mais bon, ça a quand même une valeur. Ça passait sur des canaux plus, sur des combats sport. Il y a eu des gros événements qui ont été produits. Voilà, il y a eu des Français qui ont performé en Thaïlande, hein. Bon, je peux parler de Damien Lamos, mon neveu, mais aussi il y en a beaucoup d'autres. Jusqu'à aujourd'hui, il y a Jimmy Viano, Raphaël Boïk, enfin voilà, qui ont encore remporté des grands titres en Thaïlande. Après, maintenant, aujourd'hui, pour faire vraiment un constat, c'est que le Muay Thai, c'est vraiment démocratisé et qu'il y a vraiment un tout public qui pratique le Muay Thai. Je le vois à ma salle, dans ma salle, il y a beaucoup de monde. Dans toutes les salles, il y a beaucoup de monde, en fait, euh, qui pratique le Muay Thai. Et, euh, et ça, aujourd'hui, c'est un sport qui est pour moi aussi, qui est en train de devenir aussi un sport aussi loisir, où il y a vraiment beaucoup de monde qui pratique. C'est pas forcément quelque chose, c'est pas un frein, il y a plus de frein comme on pouvait avoir il y a 15-20 ans, où on se dit attention, c'est dangereux, tout, etc. Non, non. C'est vraiment un sport qui est pratiqué par tout le monde et, euh, et voilà, qui roule sa bosse maintenant, ça y est, c'est parti. Et pour des personnes qui arrivent dans ton club, qui sont novices, comment tu leur expliques ce qu'est le Muay Thai? Parce qu'il y a des personnes peut-être qui vont regarder le podcast qui sont un petit peu novices sur la discipline. On sait que c'est du striking, mais Mhm. aujourd'hui en France, des fois, on confond un peu avec le kickboxing. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, la différence et qu'est-ce que le Muay Thai précisément? Alors, le Muay Thai, déjà, le sport de combat des 8 armes. Donc, où tu as les poings, les coups de coude, les coups de genoux, les jambes. Après, la grande spécificité, c'est un sport de percussion, mais aussi un travail de lutte. Le clinch, comme on appelle communément, mais aussi le Muay Pam, vraiment en Thaïlande, où on travaille le Pam, on dit. Et donc là, c'est ce travail de lutte qui est un peu plus complexe parce que c'est un mélange de force, mais aussi un peu d'agilité où tu vas chercher à déséquilibrer, créer des espaces pour mettre les coups de genoux. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus habile. Je compare ça parfois au grappling, au sol. C'est pareil, on cherche à avoir des positions pour avoir un point fort, des appuis forts pour créer de l'espace ou mettre les genoux. Enfin voilà. Donc après, tout ce qui est à distance, bien sûr, c'est du kickboxing. Il y a beaucoup moins peut-être de volume. On cherche plus de l'efficacité sur deux, trois coups. Pour les débutants, moi, comment dire, je fais en sorte qu'ils se sentent à l'aise euh, sur une longue distance au départ. Et après, on évolue vraiment sur la mi-distance. Et là, à partir de là, on commence vraiment dans la spécificité du Muay Thai. Mais j'aime bien quand même les mettre dans le bain assez rapidement. J'estime qu'aujourd'hui, les gens ont quand même une vision des sports de combat qui est beaucoup plus ouverte qu'avant, via les réseaux. On peut avoir beaucoup plus d'informations qui viennent. Donc forcément,
la connexion d'information va être beaucoup plus rapide. Euh, et puis, euh, moi, j'estime qu'ils ne sont pas idiots. Donc, je fais appel vraiment à leur réflexion et puis leur action-réaction sur les thématiques que je peux proposer. Donc voilà. Et puis, moi, je constate que j'ai une méthode, on va dire, qui est assez efficace parce que moi, je pense que 6 mois, les gens qui débutent en 6 mois, ils savent quand même un peu boxer et ils produisent quelque chose d'intéressant à la salle. La Team Alamos, ça existe depuis 1996. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc après, bon, sur Bordeaux, c'était team Ouais. Impact 33, mais c'était moi celui qui guidait la team, donc c'était un peu la team Alamos. Après, réellement, la team Alamos, vraiment proprement dit, c'est à Paris où j'ai nommé la team Alamos. Et voilà, donc ouais, ça fait un petit moment. Depuis 1996, est-ce que tu peux nous dire, pour toi, quel est le secret de la longévité d'un club, d'arriver à toujours performer aussi, parce que ben, il y a des champions qui sont passés par chez toi. Tu as su traverser les années. Si je te demande, c'est quoi le secret à Lamos pour arriver à rester dans le temps aujourd'hui? Mais bien sûr, déjà, il y a la passion, aimer aussi partager, aimer avoir des résultats avec les gens, des aventures humaines. Moi, je parle toujours d'aventures humaines quand on est entraîneur avec une personne que tu entraînes. Il y a toujours cette partie, il y a effectif, mais aussi il y a ce côté aussi d'échange où tu vas avoir une complicité parce qu'on veut atteindre un objectif. Quel que soit début, n'importe quel niveau. Moi, quand je vois des débutants qui sont motivés, ça motive aussi à les pousser vers le haut et qui franchissent à chaque fois des paliers. Donc, c'est aussi voilà, ce côté euh, passion, mais aussi partager sa passion et pouvoir amener des personnes à leur objectif. Que ce soit, moi, j'ai eu des loisirs que j'ai entraînés, qui aujourd'hui ont des clubs et qui n'ont pas forcément fait de la compétition, mais ils ont chopé la passion et ils ont ouvert des clubs et ils ont eu des compétiteurs avec ça. Et j'ai aussi formé des champions. Donc après, ce qui me motive, c'est ça. C'est vraiment ça, le partage. Est-ce que tu peux nous Et puis citer l'évolution. quelques, quelques champions justement qui sont passés par ton club, même qui s'entraînent encore actuellement, des ceintures, un peu l'historique en termes de palmarès, de la fierté de ton club? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah après, moi, comme je disais à Bordeaux, donc il y a eu Damien Lamos, Aziz Ghali, Ayoub El Kaïdar, Willy Borel, un était Sampre Sevilla, et Yassine Hagan aussi, qui a été un très, très bon combattant. Après, sur Paris, il y a pas mal de combattants qui sont venus me voir quand je suis arrivé. Il y a Kino School. Euh, je me rappelle vraiment pas vraiment de tout le monde. Après, comme le Muay Thai, on se connaît tous. Quand je suis arrivé sur Paris, même Sami Sana est venu me voir. Youssef Bouganem il est passé aussi. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté. Vas-y, on va voir Tonton Rod et on va voir un petit peu ben, comment on travaille ensemble et puis on kiffe un petit peu. Mais voilà, et puis bon, il y a Mohamed Souane aussi qui m'a suivi de Bordeaux. Hein. Mohamed Souane, je l'ai formé à l'âge de 15 ans. Il est monté avec moi sur Paris. On a fait quand même une bonne carrière. Il a fait 2 fois champion du monde. Voilà. Après, notre terme de palmarès, généralement, on a toujours fait chaque année, depuis 15 ans, au moins 2 champions de France. On a eu des champions d'Europe WBC, WPMF, ISCA. On a quand même été quand même toujours présent sur des événements, de gros événements de Muay Thai chaque année. Euh, voilà, on reste quand même sur un club actif en termes de compétition. Euh, donc c'est vrai que le secret, je sais pas, c'est encore une fois aussi, moi c'est l'énergie que je mets. J'aime rester, je reste compétitif, j'aime bien la compétition aussi. On va pas se cacher, hein, je j'aime pas perdre, je veux que mes combattants soient performants et qui performent et qui, voilà, que ça reflète un petit peu l'énergie qu'on a dans la salle. Et, euh, et donc voilà. On va faire une transition MMA, bien Ouais, bien évidemment. sûr. Euh, Moi, je t'ai découvert sur des vidéos au Venom Training Camp avec un certain Nassourdine Imavov. Ouais. Mais avant de rentrer
dans ce sujet-là. Moi, je veux savoir, pour toi, quelle est l'importance du Muay Thai dans le MMA? Alors, le Muay Thai dans les MMA, ouais, mais écoute, pour moi, c'est un des sports qui est au plus proche par rapport aux transitions de distance pour le MMA. Il y a ce côté aussi, bon, la percussion, le striking vraiment de loin, donc distance. Euh, c'est pas discutable. Il y a des phases de combat qui sont très intéressantes en Muay Thai. Mais dès qu'on rentre sur un contact de bras, un travail plus proche, le travail de grip, de contrôle de bras, ce que je disais tout à l'heure, les coups de coude, les genoux, même les rotations, les projections, les sweeps, c'est vraiment quelque chose qui peut être très très utile au MMA. Et après, c'est aussi à distance, savoir frapper avec efficacité. Sur un coup, on peut faire très mal. En Muay Thai, c'est un sport c'est un sport de combat où on cherche vraiment l'explosivité, la puissance sur chaque coup. Et c'est vrai que l'assise, la stabilité est super importante. Et voilà, c'est ce que je fais. Que je fais aussi travailler sur certains athlètes, dont Nassourdine et d'autres athlètes qui sont venus me voir par la suite pour les faire perfectionner en striking. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous dire des noms d'athlètes qui sont venus justement avant la sourdine en, en MMA? Avant la sourdine, oui, il y avait Samir Fedi. Euh, Mhm. j'ai vu, euh, j'ai vu qui sur Paris. J'avais Azael. Parfois, j'ai vu Azael. Ouais, Voilà, que je l'ai croisé plus deux, trois fois. C'est le son, c'est deux, trois fois. En même temps que la sourdine, j'avais Omar Sy aussi qui a fait son premier combat à UFC. Euh, voilà. Et puis après, il venait de temps en temps à la SAS s'entraîner avec nous. Quand j'ai fait aussi une partie de mes cours au même Factory, je croisais pas mal aussi de combattants. Nicolas Hoth d'accord. aussi, hein. Nicolas Hoth, Ok. quand il a préparé son championnat du monde, il était au Factory, on était en même temps ensemble. Donc Ok. je lui faisais bosser sur le striking quand il a préparé son championnat du monde amateur. La connexion là pour le... Parce qu'avec Nassourdine, ça fait 2 camps que tu travailles avec. C'est bien ça, Tout à fait, depuis depuis Roman Dolidze. La tout à fait. connexion, c'est Nicolas Hoth, le head coach, qui fait appel à toi pour perfectionner le Muay Thai de Nassourdine. Non, c'est Younes. Younes, D'accord. son manager, voilà, Ok. qui est ancien combattant de Muay Thai, hein, qu'on se connaissait depuis un petit moment. Donc lui, ben, il m'a contacté, hein, si t'intéresse de coacher un combattant MMA de haut niveau. On n'a pas dit non. Je dis ouais, bien sûr, let's go. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse forcément parce que voilà, forcément, le MMA émerge comme un sport de combat qui est en premier plan et surtout qui est intéressant parce qu'à un moment donné, comme l'envie à l'époque de connaître bien le Muay Thai, je pense que comme tout entraîneur, il te faut un stimulus, il faut vraiment quelque chose, une motivation. Et donc, ça, ce qui est motivant, c'est de prouver qu'on peut adapter le Muay Thai au MMA. Donc, à partir de là, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'est quand même un défi important avec un combattant de haut niveau qui est attendu, je pense, qui pouvait être attendu sur certains combats sur les prochaines échéances qu'il avait. Et donc, ça m'a bien motivé et c'est pour ça que ça a bien se matcher avec Nassourdine. Et forcément, le premier training camp, étant donné que c'était face à un grappleur, Roman Dolidze, euh, puis c'était aussi les débuts que tu travailles avec. Donc j'imagine que comme Nico, il me l'avait dit en interview, qu'il fallait un certain temps. Là, face à Jared Cannonier, clairement, on a senti ta patte Ouais. dans le striking. Est-ce que tu peux nous dire un peu l'évolution, euh, toi, en 2 training camps de Nassourdine? Qu'est-ce que tu constates sur son Muay Thai et sur ce que tu lui enseignes et ce qu'il arrive à retranscrire justement dans le combat? Ouais. Mais écoute, déjà, moi, sur le premier camp, j'étais arrivé dès la première séance, j'ai dit, écoute, tu es quand même un combattant de très haut niveau pour moi, tu es une athlète accomplie. Maintenant, moi, ce que je ne vais pas forcément changer ta boxe au départ, je vais l'affûter. Je vais essayer de te poser sur les appuis, travailler bien ta distance, pas te jeter, correctement faire les transitions d'appui, etc., etc. Et, cetera.
Et voilà, donc au fur et à mesure avec Dolizé, il y avait quand même de la belle percussion, il était quand même présent. Moi, en termes de rythme au PAO, tout ce qui est le travail de PAO, je suis mis du rythme justement pour avoir aussi de la percussion sur le long terme, sur 5 rounds, 5x5, faut qu'il soit quand même constant au niveau physique. Et il y avait aussi cette problématique, Nassourdine, c'est une force explosive et vive, donc forcément, il jette beaucoup d'énergie. Et donc, en fait, ça lui a permis aussi de gérer son énergie, d'être plus serein de ce côté-là. Donc, ce côté aussi mental qui est important. Avec Nicolas Haute, hein, qui drive très bien vraiment à chaque fois les stratégies, le camp aussi par rapport au dosage de la, comment dire, du rythme. Et donc là, en fait, on a constaté qu'au fur et à mesure des camps, il y a une sérénité qui s'installe dans la boxe de la sourdine et qui justement qui amène à ce qu'on a vu là, c'est-à-dire pouvoir retranscrire ce qu'on bosse avec efficacité et sérénité et calme, sans forcément avoir de parasites ou de sortir du combat sur certains moments qu'on avait pu voir avant. Donc voilà, tous ces paramètres-là, c'est ce qu'on voulait avec Nico et toute la team qui entoure Nassourdine. C'est ça. Maintenant, après, moi, en termes d'entraînement pur avec Nassourdine, c'était vraiment les jambes, travailler ses jambes, travailler plus sur les combinaisons. Il y a des choses qui sont sorties, qui sont intéressantes sur le dernier combat. Je pense après le combat, Nico et moi, on a parlé, on est tombé d'accord qu'il est encore à 60% un peu de ses capacités. Il n'est pas encore à ce qu'on veut et ce qu'il peut faire en fait. Et c'est pour ça que c'est super intéressant de travailler avec la sourdine parce que c'est un diamant qu'on est en train de tailler au fur et à mesure et et qui va exploser encore plus, je pense. Voilà, voilà, franchement, c'est tout ce que je peux dire parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est logique pour nous, avec le travail qu'on fournit avec lui et lui qui est derrière, qui est vraiment focus sur ce qu'on lui dit, il a confiance en nous, c'est vraiment, on a vraiment une bonne team. Et toi, en parallèle, est-ce que maintenant, étant donné que tu entraînes un athlète de ce niveau-là, qui est aujourd'hui dans le top 5 de l'UFC, de sa catégorie des poids moyens, est-ce que tu regardes les futurs adversaires? Est-ce que tu t'intéresses, tu sais, à l'UFC? Est-ce que tu regardais un peu les combats? Bien sûr, évidemment. Évidemment, je regardais tous les combattants de sa catégorie. Je regardais ce soir le combat Whittaker contre Ikran, parce que c'est quelque chose qui va être intéressant, je pense. Et en cas de victoire d'Ikram, ça mettrait un petit peu, je pense, du piquant dans la catégorie, parce que j'ai regardé ces combats aussi directement dès que j'ai vu qu'ils avaient annoncé ce combat-là. J'ai regardé directement toutes les vidéos de combats que j'ai pu trouver sur écran. C'est vrai que c'est un combattant assez complet. Ça peut être pas dangereux, mais c'est quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux. Donc, Et ouais. Entre Israël Adesanya et Robert Whittaker, toi, ou Shane Strickland, si tu pouvais choisir celui que tu pourrais, tu vois, proposer à Nassourdine pour justement le faire combattre, tu choisirais lequel? ben, écoute, moi, je sais que la sourdine, enfin, si j'en parle avec la sourdine, c'est sûr qu'il va me dire Strickland. Maintenant, après, sur une. Ouais, de toute façon, Sur une c'est que vision de coach, celui-là, ouais. voilà, sur une vision de coach. Whittaker, je pense il y a largement de la place. Euh, et puis, il y a des années avec un peu plus de préparation. Maintenant, après, c'est pas Adesanya qu'on avait de 3 ans. Mais franchement, ils font pas peur tous les trois. Moi, ça me plairait peu importe, je pense que celui-là qui va venir par la suite, mais je pense que Nassourdine a vraiment la capacité de surprendre pas mal de monde sur les trois, ce trio-là. Après, moi, franchement, j'aimerais bien qu'ils reprennent Strickland parce que j'ai, euh, j'ai pas aimé, j'aime pas le personnage. Et deux, j'indique que Nassourdine prouve à tout le monde que c'était une erreur quand il a combattu cette fois-là. Ok.
Eh ben, écoute, c'est super intéressant, Rodrigo. Merci pour cette partie sur le MMA et sur Nassourdine Imavov. Je voudrais qu'on parle aussi de ton organisation qui va arriver, que tu organises donc à Paris le 29 juin, le Elite Fight Series. C'est ça. C'est une première. J'ai pu voir aussi que tu as marqué que c'était une manière de boucler tes 10 années sur Paris. C'est pour Ouais, remercier un peu le public. Dis-nous tout. Il y a 2 combats pro, 4 semi-pro, 10 combats amateurs. Tu te ouais. lances dans l'événement. C'est aussi un objectif pour toi d'organiser un événement de Muay Thai? Alors, ouais, c'était un objectif. De toute façon, dans tous les cas, quand je suis arrivé ou quand j'ai vu que j'avais une team qui était quand même assez solide derrière, voilà, c'est vrai. Après, ben, faut quand même des réseaux, faut quand même voilà, être posé dans la structuration de l'organisation de l'événement. Après, moi, c'est pas le premier à Bordeaux. J'ai organisé aussi des événements où j'ai fait venir les Thaïlandais, j'ai fait des championnats d'Europe, je monte. Voilà, c'est pas une première pour moi par rapport à l'organisation d'un événement. Vraiment une première sur Paris. Euh, Après, comment dire? C'est un objectif. Là, au jour d'aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'organiser parce que le Muay Thai, on va pas dire qu'il est en perte de vitesse. Il y a du monde dans les clubs, il y a des combattants. En fait, il y a pas assez d'événements pour les boxeurs. Donc, c'est un peu en perte de vitesse de ce côté-là. Et c'est aussi mettre une petite pierre à l'édifice en disant, vas-y, on organise, on fait briller des boxeurs, on essaie de faire quelque chose d'intéressant. Après, voilà, c'est modestement, ce gars-là, je organise là, c'est pas un. La qualité va être là. Je veux dire, l'organisation elle-même, elle va pas être énorme. Nous, on va se réunir, on va faire des beaux combats. Le public, si le public est là, il va avoir le feu. Euh, on va faire quelque chose d'intéressant. Et moi, je veux derrière, bien sûr, il y a un projet. C'est pas forcément, je fais un one shot et voilà, le but du jeu, c'est de pouvoir faire d'autres événements et continuer à faire découvrir des jeunes talents parce que je pense il y en a et il faut que les faire sortir un petit peu et les faire voir, leur donner un peu de lumière. Et voilà, c'est un peu mon but en faisant Ok. ce gars-là. Donc, Elite Fight Series, première édition. Il y a encore beaucoup de place? Ouais, je pense que ouais, il y a quand Ouais. même des banques qui sont là, qui ont été faites. Hein, puis après, bon, je pense qu'il y aura de la place le jour même. Hein, je pense, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Alors, souci. je te promets pas de sortir l'interview justement. Peut-être que l'interview sera sortie après l'événement. En tout cas, je te souhaite vraiment beaucoup de réussite dans ce projet-là et j'espère que ce sera Merci, une belle merci, soirée. Je voulais merci. aussi qu'on parle un petit peu, en fouillant tes réseaux, j'ai vu une photo avec Booba. Alors, on Ouais. sort un peu du contexte sportif. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur... il était de passage, tu l'as entraîné, c'était... Non, Booba, en fait, je travaille dans une salle dans le 7e arrondissement. Et donc, en fait, c'est un ami à lui. Il est pote avec le gérant, Abdoulaye Fadiga. Donc, il vient quand il est sur Paris, il veut s'entraîner à la salle. Donc, j'ai eu l'occasion de le coacher 3-4 fois en prépa physique, un peu à la palette, voilà, de manière. Voilà, il va juste se dépenser. Et puis voilà, donc quelqu'un de top avec son équipe. Franchement, c'était vraiment fut. C'est pas quelque chose qui se la pète. Non, Ouais, c'était cool. j'allais dire, Booba, il a un beau Muay Thai? Booba, non, on a beaucoup travaillé l'anglaise. D'accord. Ouais, je pense qu'il a de bons genoux. Hein. Il a comme avec sa grandeur et quand même des cannes assez saillantes. Je pense qu'il a. Je l'ai vu taper un peu au pao, justement. On m'avait montré des vidéos d'avant. Il m'avait montré. Et ouais, ouais, c'est un beau athlète en tout cas. Il a plus de 45 ans. Franchement, il est bien. Il est bien, il est bien. Rodrigo, il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Avant de passer au five, Ouais. il y a un invité qui est passé sur le podcast il n'y a pas très longtemps et qui avait une question pour toi. Salut Rodrigo, petite question. Quand c'est qu'on se refait une petite session de sol? À bientôt. C'est avec Thomas, avec Thomas. Bah, écoute, ouais, pendant le camp de la sourdine, le premier camp au Deleuzier, il était là, mais je dis, écoute, montre-moi quelques trucs et tout, etc. Au sol, et Thomas, gentiment, a pris un peu de temps pour me montrer des choses de sol, etc.
Je pense que ça va se faire au mois de juillet Pendant parce le que Rascamp? je suis dans le Rascamp et pendant ces sessions, je ferai volontiers du sol et voilà, je vais un peu l'embêter pour qu'il monte des choses. Et voilà, en tout cas, moi, je kiffe sa manière d'enseigner. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui transmet bien, qui donne une bonne énergie dans sa transmission. Et je le kiffe. D'ailleurs, par anecdote, Thomas est venu aussi à Bordeaux à l'époque où j'avais mon club à Bordeaux parce qu'il était en connexion avec les gens du MMA que j'avais dans mon club. Ben Nora, Jason Poney, voilà une bonne équipe que j'avais là-bas, Karim. Et il venait à l'époque avec Strong People, le logo Strong People, Ouais. et il venait donner des cours et il y avait une connexion qui se faisait comme ça. Voilà. Rodrigo, on va passer au five. Allez, Merci pour tout, merci pour les anecdotes, merci pour ton temps encore une fois. merci Euh, à toi. Est-ce que tu es prêt? Vas-y, vas-y, je suis chaud. Muay Thai ou MMA? Muay Thai quand même. Clinch ou coude? Et l'un va pas sans l'autre, c'est ça le problème. Mais j'aime bien les coudes. La ceinture WBC ou la ceinture de l'UFC? UFC. Robert Whittaker ou Strickland pour Nassourdine? À Strickland. Et ton repas préféré? Mon repas préféré. Krao Pakai. Krao Pakai. Voilà. C'est du riz avec du poulet thaïlandais, avec un peu d'œuf. Ok. Voilà. Ben, super. Ben, Rodrigo, encore merci, merci pour cette entrevue. Merci pour ton temps. Voilà. J'espère que les personnes auront apprécié, cet échange, que Merci ils à auront toi. pu te connaître un petit peu plus. Écoute, c'était vraiment un plaisir de t'interviewer, moi. Je vais te souhaiter le meilleur, que ce soit pour ton organisation, pour ton club, la Team Alamos, et aussi pour tout le travail que tu vas faire avec Nassourdine Imavov et ainsi que tous les athlètes de MMA qui vont passer par chez toi. Donc voilà, j'invite les gens aussi au passage à s'abonner à ton Instagram, à te suivre sur les réseaux parce que je pense que c'est là où tu es le plus actif, où il y a Ouais, beaucoup de contenu. c'est vrai, ouais, j'ai quelques contenus. J'en faisais plus avant, mais là, c'est vrai qu'en ce Ok, moment, je suis pas mal pris. ok. Ouais, Eh faudrait que ben, je m'en occupe. ok, ben, en tout cas, ça n'empêche pas, allez suivre Rodrigo Alamos. Rodrigo, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as un message à faire passer aux auditeurs, si tu as des personnes à remercier, c'est toi qui as le mot de la fin pour clôturer le podcast. Tout simplement, un grand merci déjà pour ton accueil, pour ton invitation. Et ça fait vraiment plaisir. Et tout simplement, écoutez, voilà, le sport de combat, c'est accès à. Tout le monde a accès au sport de combat. Il y a du haut niveau, il y a du débutant. L'important, c'est de kiffer et surtout franchir le cap. Euh, voilà, aujourd'hui, on a vraiment de la chance de pouvoir vivre une époque où le sport de combat vraiment émerge et il faut aussi que les coachs soient valorisés parce que c'est vraiment d'eux qui viennent la progression, le suivi des athlètes. Et je pense on a beaucoup d'athlètes qui vont arriver là, que je vois dans les salles, qui ont vraiment besoin de qualité et de suivi. Voilà, voilà, tout simplement. Je pense que je sais Merci. pas si ça te parle ou pas ce que je dis, mais Si, bon, si, tout à fait. Si, si, je te rejoins et je suis entièrement d'accord avec toi et je trouve ça beau que tu termines le podcast sur ce message-là. Donc voilà, à le donner de la force au coach et on va continuer à suivre ça. De toute façon, nous, les médias, aujourd'hui, on s'intéresse au coach, tu vois. C'est pour ça que je t'ai sollicité. Parce c'est que clair. ben, avoir les athlètes, c'est bien, mais on aime aussi avoir les coachs. Et pour moi, tu es une personne de l'ombre aujourd'hui qui, bien évidemment, est mise sur le devant de la scène de par Oui, voilà. Nassourdine. Mais voilà, c'était important pour moi d'échanger avec toi, d'avoir ta vision et puis de mettre en lumière le travail que tu fais que tu as fait, que tu fais et que tu vas continuer à faire. Donc Ouais, voilà. je suis motivé en tout cas. Pas de problème. Force à toi. Yes, merci beaucoup.